La MHD est un domaine majeur de recherche dans le monde, ça c'est une évidence. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un grand aspect militaire derrière tout ça. Avoir un objet, une torpille hyper véloce qui peut aller à 4000 km/h sous l'eau pour couler un sous-marin, bien sûr, ça a un intérêt stratégique. Maintenant, est-ce que cela existe? On peut avoir des suppositions, maintenant on ne pourra pas le prouver. Si en France on reste aux torpilles à hélice, je crois qu'on va avoir de très gros problèmes en cas d'une guerre mondiale. L'armée française, c'est évident, doit s'intéresser à la MHD. Elle aurait tort de ne pas le faire d'un certain côté si les autres pays le font. Il faut avoir les chercheurs qui ont les compétences derrière pour pouvoir développer par exemple, des torpilles hyper véloces. Et je crois qu'en France, hormis Jean-Pierre Petit, il n'y a pas d'autres experts sur les plasmas bitempérature. Le message général du faux science, lui, c'est qu'au travers de nos travaux, on montre que le phénomène OVNI peut être étudié de manière scientifique. Voilà, on dit que ce phénomène, il est intéressant. Il y a énormément de choses dont on ne sait rien, c'est-à-dire, je veux dire, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait rien de la composition chimique des phénomènes OVNI. Chaque fois qu'il y a un phénomène OVNI qui évolue proche du sol, il n'y a pas une étude systématique du terrain qui est effectuée. Nous, on est là pour montrer que le phénomène OVNI peut être étudié avec des outils scientifiques. Donc, comme vous l'avez dit, Mathieu Adair, de l'association UFO-Science. Je suis technicien en aéronautique dans la région toulousaine depuis maintenant plus de 5 ans. Et je me suis beaucoup intéressé par le passé à tout ce qui était archéologie, au mystère. Et puis je me suis plongé un jour dans l'ufologie. Enfin, ce qu'on appelle l'ufologie, qui est en fait l'étude du phénomène OVNI. Mais je m'y suis beaucoup intéressé avant mes études. Maintenant, après, une fois les études lancées, j'avais vraiment plus trop le temps de m'en occuper. Et puis j'ai mis ça un peu de côté jusqu'au jour où je suis tombé sur le site de Jean-Pierre Petit, qui est un ancien directeur de recherche au CNRS, à la retraite aujourd'hui, qui traitait justement des ovnis, de tout un tas de sujets, mais d'une manière cette fois scientifique, ce que peu de sites ufologiques faisaient à l'époque. Et donc, voyant ce qu'il faisait, voyant ce qu'il proposait surtout, c'est-à-dire, on était en 2007, c'est-à-dire prôner une étude scientifique du phénomène OVNI au travers de ce qu'on appelait les réseaux de diffraction, au travers des études en laboratoire, en MHD. Je me suis dit pourquoi pas. C'est vrai que c'est quelque chose que j'avais jamais vu. Alors je me suis lancé, j'ai adhéré à l'association UFO-Science pour aider à mon niveau à l'époque à développer ces travaux. Alors moi je suis secrétaire de l'association UFO-Science. On est une petite équipe, c'est-à-dire qu'il y a Jean-Pierre Petit qui en est le président, qui s'occupe de piloter tout ce qui concerne les travaux en MHD. Il y a Jean-Christophe Doré à Rochefort, qui s'occupe du laboratoire de MHD gaz actuellement, depuis maintenant 2010. Il y a Xavier Lafont, qui est en Auvergne, lui, qui aide aux différents travaux, et moi je suis sur Toulouse donc, et je m'occupe de tout ce qui est diffusion des réseaux de diffraction, développement des stations de détection fixes. Jean-Christophe Doré s'occupe de stations de détection bien plus évoluées. Et je m'occupe aussi un peu de communiquer sur Internet au sujet de tous nos travaux. Donc, d'après ce que j'ai lu, et si je résume bien, l'association UFO-Science tente à traiter et analyser de façon scientifique et donc rigoureuse et protocolaire tous les aspects observés du phénomène OVNI, système de propulsion, impact sur l'environnement, etc., au travers de 4 domaines de recherche, dont certains que vous avez déjà cités, la magnéto-hydrodynamique ou MHD, la biochimie, la spectroscopie et donc les stations de détection. Est-ce que j'ai bien couvert tous les aspects Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire il y a deux grands domaines de recherche. Il y a la recherche sur le terrain, notamment avec la diffusion des réseaux de diffraction, j'y reviendrai juste après pour vous dire en quoi ça consiste, le développement des stations de détection, et à côté de ça, le travail en laboratoire à proprement parler avec la MHD. La MHD qui est en fait un système de propulsion qui consiste à agir sur un fluide, en l'occurrence l'air,
pour un déplacement intra-atmosphérique avec des forces électromagnétiques. En fait, faut pas se tromper, c'est-à-dire on ne fait pas de la MHD pour développer une MHD civile. Nous, on travaille sur la MHD dans l'optique de modéliser des déplacements intra-atmosphériques dans l'hypothèse où le phénomène OVNI correspondrait du moins partiellement à des enjeux matériels. Donc on développe des concepts. Alors par exemple pour la biochimie, ça c'est une étude de terrain principalement. Il y a des cas, quand on regarde les témoignages au travers des différents rapports de gendarmerie diffusés par le GIPAN, qui est un organisme officiel, où il y a une référence à des traces laissées par des phénomènes qui auraient évolué proche du sol. Le cas le plus connu est le cas de Trans-en-Provence en 81, où Renato Nicolai travaillait dans son jardin et a vu un objet métallique se poser, puis repartir quelques minutes après, et cet objet aurait laissé des traces. Alors effectivement, de fil en aiguille, il est arrivé qu'un gendarme prélève des plantes de luzerne, les amène à Michel Bougnas, qui travaillait à l'INRA d'Avignon. Et Michel Bougnas avait remarqué que les plans qu'on lui avait présentés avaient quelques spécificités, comme quelques traumatismes. Donc il a demandé de nouveaux prélèvements, suivant une ligne droite depuis l'épicentre du phénomène en s'éloignant. Et après une analyse chromatographique, c'est-à-dire qu'on va mesurer les différents pigments présents dans les plantes, il a remarqué qu'il y avait une altération des pigments au fur et à mesure qu'on s'approchait de la trace. Et que cette altération ne pouvait pas être imaginable que par un phénomène radiatif. Et que apparemment ce phénomène radiatif était tellement puissant que si la valeur mesurée était bien celle qu'il pensait, elle aurait tué tout le voisinage. Mais nous sommes aperçus que la composition variait dans la cellule végétale entre les échantillons situés au voisinage immédiat, voire même au centre de la trace du phénomène, et des distances de plus en plus éloignées. Nous avons trouvé des écarts considérables entre les concentrations en certains pigments photosynthétiques, dont les chlorophylles et les caroténoïdes, et puis en d'autres substances biochimiques qui s'apparentent au sucre, ce qu'on appelle les glucides ou les acides aminés. Donc des différences allant quelquefois dans un rapport de 1 à 10, ce qui montre bien qu'il y a eu une sorte de traumatisme biochimique. Bon, mais vous avez trouvé aussi quelque chose de plus curieux sur les jeunes pousses. Ah oui, alors là, en effet, en analysant des témoins, donc des plantes non exposées situées à une distance assez éloignée du phénomène, et en comparant des jeunes feuilles, celles que nous avons analysées au voisinage de la trace, et des feuilles plus âgées, dans certains cas, on peut interpréter une partie seulement des résultats obtenus comme un symptôme de vieillissement anormal de jeunes feuilles. Donc là, on peut se demander, est-ce que ça peut être intéressant d'analyser les plantes végétaux suite à un phénomène qui évolue proche du sol? Donc la réponse est évidemment oui. Et pour ce faire, on ne va pas arriver sur un terrain habillé en tenue de tous les jours pour aller mesurer, prendre 2-3 plantes de végétaux, récupérer un peu de terre. On n'y va pas comme ça. C'est malheureusement ce qui se fait encore une fois. C'était l'an dernier à Groslay, dans le Tarn, je crois, où quelqu'un avait vu un cercle le matin dans son champ et en avait parlé à la presse, tout le monde s'était déplacé pour le voir, et apparemment des ufologues amateurs étaient venus récupérer un peu de substrat terreux pour un laboratoire d'analyse. Moi, voyant ça, ça me désespère un peu parce que je me dis c'est des gens qui arrivent comme ça sans procédure, ils arrivent en tenue de tous les jours, ils laissent entrer les visiteurs, c'est un terrain complètement piétiné, donc complètement pollué. Donc si nous on demandait d'intervenir là-dessus après, on ne peut rien faire. Nous, ce qu'on aurait fait si on avait eu des équipes d'intervention formées dans le coin, ce qui malheureusement n'est pas le cas dû à un manque de temps, un manque de financement, bon, c'est toute une logistique énorme. Déjà, on serait venu habillé dans une tenue d'intervention adéquate, c'est-à-dire par définition, mieux vaut avoir
une protection maximale parce qu'on ne sait pas à quoi on va être confronté. On serait venu, on aurait observé le terrain, on l'aurait balisé. Déjà, ce serait la première chose à faire pour éviter que les visiteurs viennent piétiner le terrain et amènent, par exemple, avec leurs semelles de chaussures, des molécules de carburant, par exemple, ou ça peut être n'importe quoi, qui viendraient polluer les végétaux. Ensuite, on serait venu quelques heures plus tard ou quelques jours après avec une grosse logistique, c'est-à-dire on serait venu définir 3 zones. La première, la zone logistique, avec tout notre matériel, une zone intermédiaire pour une décontamination, et la zone de la trace à proprement parler, où là, on aurait suivi une procédure particulière pour approcher la trace, c'est-à-dire toujours utiliser le même chemin pour se déplacer autour de la trace, de sorte à ce que la zone piétinée soit limitée, et qu'on sache exactement où il ne faut pas prélever des végétaux. On n'a pas prélevé des végétaux là où on aura marché. C'est une logique imparable. Et enfin, pour finir sur une intervention, il s'agira bien évidemment de prélever des échantillons. Donc là, encore une fois, ça ne se fera pas avec du matériel préparé à la dernière minute. Ça se fera à deux. C'est-à-dire il y aura ce qu'on appelle une personne qui sera les mains propres, une personne qui aura les mains sales, c'est-à-dire la personne avec les mains sales sera celle qui prélèvera l'échantillon, qui le conditionnera, et une personne avec les mains propres qui se chargera de noter tout ce que lui dira la première personne, c'est-à-dire tout ce qu'il mesure. Est-ce qu'il observe un traumatisme sur le végétal, est-ce qu'il le pH de l'eau s'il y en a à côté, ce genre de choses. Et ensuite, une fois tous les prélèvements effectués, tous ces échantillons, une fois les personnes décontaminées, doivent être conditionnés de sorte à ce que les échantillons arrivent en bon état au laboratoire d'analyse. Et c'est là où se posera le problème, c'est-à-dire que une fois que le laboratoire d'analyse aura effectué les mesures que nous ou un biochimiste aura préconisées, que fait-on des résultats? Qui va analyser ces résultats et dire en son propre nom, expliquer ce qui aurait pu se passer? Parce qu'avoir les résultats, c'est une chose. Si nous faisons nous-mêmes nos propres mesures, qu'est-ce qu'on va en tirer? Est-ce que nous, si demain on dit que les végétaux ont subi un traumatisme, est-ce que la communauté scientifique va nous prendre au sérieux? Je pense pas. Il faudra qu'il y ait un biochimiste qui, à côté, apporte sa caution. Alors, les bonnettes à réseau de diffraction, c'est un des axes majeurs de recherche de l'association. Sur Internet, les ovnis, quand on regarde les photographies des ovnis, vous avez des taches blanches ou lumineuses sur un fond noir. Ça n'a strictement aucun intérêt. Vous pouvez en avoir 1 million, vous n'apprenez rien sur ce genre de cliché. Il n'y a aucune donnée scientifique. La seule façon d'obtenir une donnée scientifique d'un phénomène lumineux, c'est d'utiliser un réseau de diffraction. Et un réseau de diffraction, qu'est-ce que c'est? Ça se présente sous la forme d'une diapositive, mais à l'école, on se sert aussi d'un prisme. Et en fait, une fois placé devant l'objectif de votre appareil photo, la lumière va être décomposée. Ça va produire ce qu'on appelle un spectre. Et après l'analyse de ce spectre, suivant le nombre et la position de certaines raies caractéristiques, en absorption ou en émission, sombre ou clair, il nous sera possible pour nous de définir la composition chimique de l'objet, définir sa température, voire détecter la présence d'un champ magnétique. Donc ça, ce sont des données qui sont complètement absentes des photographies qu'on voit sur Internet. Donc ça, c'est la version la plus simple, c'est celle qui nous coûte 20 centimes d'euros quand on commande par paquet de 500 aux États-Unis. Nous, on a décidé de les donner. C'est-à-dire que les gens, soit nous les croisons lors de congrès et on leur donne, gratuitement, sans rien en retour, soit les gens peuvent nous écrire au siège de l'association, ils nous envoient une enveloppe prétimbrée avec leur adresse postale, et nous, on rajoute un réseau dans cette enveloppe avec un petit mode d'emploi et on renvoie directement. Soit la dernière solution, on s'occupe de tout, c'est-à-dire on s'occupe de leur fournir l'enveloppe, le timbre, d'écrire l'adresse postale, et ils nous font un don de 1,50 €. C'est-à-dire que ce 1,50 € permet d'envoyer des réseaux de diffraction sur toute la planète. Et les quelques centimes de bénéfices que nous faisons sur l'envoi, sur les frais d'envoi, nous servent exclusivement à acheter de nouvelles bonnettes aux fabricants aux États-Unis.
Donc il n'y a aucun bénéfice pour l'association financier. Et il y a un second modèle de réseau diffraction, celui-ci adhésif, qui coûte 10 €, qu'on a réalisé, c'était en 2010. Jean-Christophe Doré s'est occupé entièrement de la conception et de la réalisation, qui permet de prendre une photo de spectre avec son téléphone portable. C'est-à-dire la diapositive marche quand même avec le téléphone portable, mais elle n'est pas très adaptée. Vous devez tenir votre appareil photo, votre téléphone portable, et placer la diapositive juste devant. Avec ça, il y a un petit cordon. Vous pouvez l'accrocher sur votre téléphone portable, vous pouvez l'oublier complètement. Le jour où vous observez un ovni, vous décapsulez votre réseau de diffraction et vous pouvez venir le coller directement sur l'objectif de votre appareil photo sur votre téléphone portable. De ce fait, vous pouvez prendre tranquillement une photographie d'un phénomène lumineux sans vous soucier de la position du réseau de diffraction devant l'objectif. Alors, les stations de détection, c'est lié toujours au réseau de diffraction. Avoir un réseau de diffraction, c'est bien. Maintenant, vous ne pouvez pas être sur le qui-vive 24 heures sur 24 pour observer le ciel. En partant de ce constat, on s'est demandé est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de développer, de pointer des caméras vers le ciel avec un réseau de diffraction devant l'objectif et les laisser tourner. Donc c'était tout à fait possible. On l'a fait en 2008 avec de simples caméras, de simples webcams ou des caméras de surveillance, avec le fameux logiciel UFO Capture qui maintenant est très démocratisé, qui permet de prendre une photographie au moindre mouvement d'un objet dans le ciel. C'est-à-dire une météorite va passer, la caméra va s'enclencher et prend une photographie. Donc du fait que nous mettons un réseau de diffraction dessus, vous pouvez obtenir un spectre automatiquement. Ça, c'était en 2008. C'était des stations fixes et c'est celles que tout le monde peut avoir chez soi pour pas grand-chose. Nous, on est allé plus loin. On est allé imaginer une station de détection qui serait capable non seulement de détecter un objet, mais de le suivre. Donc, encore une fois, Jean-Christophe, qui, comme dirait Jean-Pierre Petit, est un peu le MacGyver de l'équipe, s'est demandé est-ce qu'il ne pourrait pas exploiter les systèmes de tracking qu'on peut trouver dans le commerce et les adapter pour notre utilisation. Et il a trouvé une solution, il a utilisé une lyre, c'est-à-dire ce qu'on peut trouver dans les boîtes de nuit pour diffuser des lasers sur 360 degrés. Il a retiré le système laser, il a installé une caméra dessus, avec un système de détection et bien sûr par contre un programme de sa conception, et a réussi le coup, c'est-à-dire que maintenant il y a une station que nous appelons UFO Catch, qui permet, une fois la détection de l'objet, d'orienter la caméra vers le phénomène, de prendre une ou plusieurs photographies de spectre, même de faire un zoom sur le phénomène si besoin, et de le suivre jusqu'à ce qu'il disparaisse de l'horizon. Donc ça c'était l'UFO Catch, et puis derrière il y a eu une seconde version, qui celle-ci a été testée en 2010 à Rochefort, où nous avons réussi à l'intégrer sur une voiture, c'est-à-dire on a carrément conçu une régie à l'intérieur du coffre d'une voiture, avec deux ordinateurs qui tournaient en synchro, avec des alimentations sur batterie, de sorte à ne pas avoir besoin du secteur. Et donc vous arrivez avec votre voiture, vous posez votre voiture quelque part sur un terrain, vous posez les stations de détection sur le toit de votre voiture, et vous mettez en route le système, et vous laissez le système traquer les phénomènes lumineux qui peuvent apparaître sur l'horizon. Donc ça, c'est un système qui est encore en cours d'évolution, c'est-à-dire que les possibilités sont quasi infinies. Et donc, évidemment, la prochaine étape, ce serait d'avoir une version commerciale de ce type de système, mais bon, le mécène se fait toujours attendre. Alors, on n'en est pas encore à calculer avec un degré de précision. Par contre, effectivement, un UFO catch pourrait calculer une vitesse angulaire, c'est-à-dire un seul UFO catch verrait passer un objet, il n'aurait pas la distance de l'objet, il verrait passer l'objet dans son champ de vision, donc c'est un déplacement angulaire. Par contre, si on avait plusieurs stations de détection qui travaillaient en synchronisation,
on pourrait trianguler la position du phénomène, et là non seulement connaître sa vitesse, mais aussi sa taille, et la direction dans laquelle le phénomène se déplace. Imaginons que dans l'idéal, si un pays décidait du jour au lendemain de traquer tous les phénomènes lumineux de son territoire, il décidait de placer une station de type UFO-Catch tous les 10 km. On aurait un territoire quadrillé d'UFO-Catch. Là, il serait possible, par exemple, de suivre du début jusqu'à la fin la trajectoire d'un objet ou d'un météore, quitte même à connaître la position d'impact, c'est-à-dire le lieu de l'impact. Une météorite traverse le ciel, vient s'écraser quelque part, et 3 stations de détection, après triangularisation, nous montreraient la position de l'objet au crash. Donc là, on pourrait parfaitement, si ce même État décidait de faire ça, envoyer une équipe d'intervention sur place, avec les procédures qu'il faut, avec la tenue d'intervention qu'il faut, pour aller effectuer des prélèvements. Après, la question serait, une fois qu'on prélève des échantillons végétaux, qu'est-ce qu'on trouve? On n'en sait rien. Par définition, ce n'est pas encore arrivé. Donc, hormis le cas de Trans-en-Provence dont je vous ai parlé tout à l'heure, où là on a observé une altération des végétaux au niveau des pigments photosynthétiques, je ne sais pas, c'est la grande question. Alors les vacances du Phocéen, c'est pas pour tout de suite. On a beaucoup de travaux sur la planche. Par contre, effectivement, si on devait aller sur le terrain là-bas, que ce soit en Angleterre pour les crop circles ou à Esdalen pour les phénomènes lumineux, effectivement, il y aurait quelque chose à étudier. C'est vrai que j'ai pas vraiment étudié le dossier, mais c'est vrai qu'au niveau des crop circles, il y en a certains où les plants, les champs de blé ont les branches cassées par le passage d'une planche, effectivement. Où là, on pourrait se dire c'est un petit plaisantin qui est venu faire un cercle dans un champ. Mais je crois savoir qu'il y a des cas très suspects où, si ce sont des plants de maïs, si je crois bien, si je ne dis pas de bêtises, où les nœuds des végétaux qui se seraient pliés ne seraient pas cassés. Or, je crois avoir lu que ce serait dû à un échauffement micro-ondes, à confirmer, mais je crois que ça vaudrait même le coup, peut-être, pour une équipe qui serait motivée, de faire des études en labo, c'est-à-dire d'essayer de recréer en laboratoire ce type de phénomène, et essayer de voir sur place une possible corrélation. Alors avec davantage de moyens, on pourrait faire beaucoup de choses. Par exemple, la chose la plus simple qu'on pourrait faire, c'est diffuser un bien plus grand nombre de réseaux de diffraction, mais cette fois sur toute la planète. Actuellement, on en a que 3000, donc plus de 90% sont en France. C'est largement insuffisant, il en faudrait plusieurs centaines de milliers. Donc déjà, on pourra en diffuser une très grande quantité. Bien sûr, il faudrait que les personnes soient motivées, mais ça c'est un autre débat, pour pouvoir acquérir ce type d'équipement et savoir l'utiliser, ce qui est encore un autre débat. Et bon, pour ça, il y aurait plusieurs heures d'interviews à faire pour disserter sur le monde de l'ufologie en général, mais c'est pas intéressant. Après, au niveau des stations de détection, nous, ça nous permettrait de faire de développer de nouveaux concepts avec des robots plus puissants, avec des appareils avec une autonomie plus longue, quitte à développer nous-mêmes un modèle standard qu'on pourrait vendre ou proposer à la population. On proposer en kit, par exemple, ça pourrait très bien se faire. On y avait réfléchi à une époque, mais bon, c'est plus un manque de temps que nous avons. Mais c'est surtout au niveau de la MHD où là, ça nous permettrait d'acheter, de renouveler régulièrement certains équipements qui peuvent casser. Et souvent, les appareils de mesure peuvent avoir des problèmes et il faut les remplacer, et ça a un coût. Donc, ça pourrait énormément aider notre laboratoire MHD d'avoir plus de moyens. Maintenant, il n'en faut pas plus que nécessaire. Si on nous donnait par exemple 200 000 euros, on ne saurait pas quoi en faire. Les expériences que nous on fait en laboratoire, par exemple la première expérience que nous avions faite en 2010, il y en avait en tout pour quelques milliers d'euros. Je crois que c'était 6 000 euros en tout. C'est pas énorme, mais le résultat était au rendez-vous. Donc, beaucoup de moyens, oui, mais je dirais que ce qui nous manque, c'est surtout le temps. Mais avec
des dons suffisants. Actuellement, ce qui nous intéresserait, c'est d'avoir un laboratoire de recherche plus grand sur Rochefort, parce que c'est vrai que les internautes le voient. Jean-Christophe Doré actuellement travaille dans un garage tel que celui-ci, à côté d'un établi, à côté d'une petite perceuse, d'une petite tour perceuse. C'est vraiment des conditions déplorables par rapport à ce qu'on peut trouver à l'ONERA, où les installations sont gigantesques, mais où le résultat n'est pas forcément au rendez-vous. Alors moi, au niveau de ce petit laboratoire, il n'y a pas de MHD en cours pour l'instant. La MHD hydraulique se fera certainement, et on espère qu'elle se fasse à Rochefort, de sorte à avoir des installations correctes, et puis que Jean-Christophe puisse travailler avec de la place. Ici, les principaux travaux qui sont effectués pour l'instant sont les travaux de développement de petites stations de détection, des travaux de spectroscopie, et des mises en place de procédures d'intervention sur le terrain. À terme, si le laboratoire sur Rochefort ne pourrait pas se faire, effectivement, on pourrait très bien ici faire des manips hydrauliques. Et je pense que, comme a pu le faire Jean-Christophe, dans son propre garage, avoir des résultats innovants, pouvant être présentés dans des congrès scientifiques et mener à des publications dans des comités, dans des revues à comité de lecture. Alors l'été 2013 a été très chargé. Déjà, il y a eu une intervention de Jean-Pierre Petit qui a été cordialement invité à Prague à un congrès de physique mathématique pour présenter ses travaux en cosmologie. Moi, je ne vais pas m'étaler sur la cosmologie parce que c'est loin d'être mon domaine de compétence. Mais c'est important à noter qu'il a été invité et non pas l'inverse. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui a fait la démarche d'aller présenter ses travaux pour se faire inviter. Donc il y a quand même quelque chose qui montre que les travaux en cosmologie de Jean-Pierre Petit suscitent un intérêt. Après, il y a eu deux congrès sur les plasmas, l'un à Varsovie et l'un de grande importance à Princeton, aux États-Unis, où là l'équipe est allée présenter les travaux faits en MHD récents, mais aussi présenter tout l'historique des travaux réalisés depuis le 2010. C'est-à-dire parler à la fois du confinement de plasma, c'est-à-dire l'intérêt en MHD, la première chose à faire quand on travaille sur un aérodynamisme MHD, c'est générer un plasma et le confiner à la paroi. Il est plus simple d'agir sur un plasma confiné que sur un plasma qui agit sur des mètres cubes d'air. La seconde chose, c'est de se débarrasser des instabilités. La fameuse instabilité de Velikov, dont on parle souvent sur Internet. On présente un plasma à bitempérature, qu'il faut impérativement maîtriser, qui est une condition sine qua non pour les vols hypersoniques. Et enfin, les derniers travaux réalisés par Jean-Christophe Doré cette année, qui consistent à la génération de bras spiraux, qui font qu'il y a un phénomène d'aspiration, de propulsion autour de cette aérodyne. Donc là, ce sont 3 congrès qui ont eu lieu cet été. Bon, ça coûte un petit peu d'argent, mais au final, tout ceci n'est possible que grâce aux dons des lecteurs et du simple citoyen qui décide d'investir ne serait-ce même que 5 € à nos recherches. Vous allez dans des congrès internationaux à vos frais, vous y êtes invité, et pourtant on n'entend pas beaucoup parler ni des travaux de Jean-Pierre Petit, ni des travaux de MHD en général, qui ont été relégués en France, on l'a bien compris, au fond d'un trou, que ce soit au niveau militaire ou civil. Mais est-ce que vous êtes reconnu d'une manière ou d'une autre par l'establishment scientifique, d'autres physiciens, des plasmas, des astrophysiciens, des gens qui travaillent sur des modèles cosmologiques, des domaines dans lesquels interviennent Jean-Pierre Petit? Alors l'association UFO-Sciences en tant que telle n'est pas reconnue par l'établissement scientifique. C'est le laboratoire que nous avons nommé Lambda, qui lui est reconnu. C'est-à-dire tous nos travaux sont faits dans le cadre d'un laboratoire. Eux, par contre, voilà, quand nous allons présenter nos travaux dans des congrès, les gens nous écoutent, prennent des notes, posent des questions. Donc du coup, oui, les travaux que nous faisons sont reconnus. D'autant plus que par la suite, quand nous proposons nos travaux à des éditeurs, ils les font passer à des comités de lecture qui les valident. Donc il y a vraiment c'est un petit peu le tampon qualité de la publication qui dit qu'un autre expert
dans les plasmas a validé nos travaux comme étant dignes d'intérêt. Alors oui, Jean-Pierre Petit a été mis à l'écart il y a bien longtemps maintenant, pour la simple raison qu'il s'est intéressé au dossier OVNI à un moment de sa vie, et s'y est intéressé d'un point de vue scientifique. C'est-à-dire que s'il est venu à faire un lien entre système de propulsion MHD et phénomène OVNI, c'est que le système de propulsion MHD permet de se déplacer dans l'air sans faire d'onde de choc, donc sans faire de bruit. Ce que font certains phénomènes lumineux d'après les témoins. Donc effectivement, il a fait un lien à une époque avec les ovnis, le lien avec les extraterrestres est très rapidement fait ensuite par la suite, donc du coup il a été mis au banc. Mais ça c'est très franco-français, parce que quand il va présenter par exemple ses travaux, quand il a présenté ses travaux en Corée en 2010, à la fin de son speech, on peut trouver la vidéo sur internet, le chairman, qui a écouté avec attention le discours de Jean-Pierre Petit, vient à poser directement la question, mais en fait, vous êtes en train de fabriquer un ovni. Donc c'est un physicien qui pose la question à un autre physicien d'une manière très sérieuse, et Jean-Pierre Petit, vous pourrez l'entendre dans la vidéo, dit « Oui, mais c'est vous qui le dites ». I have questions. Yes. So it seems to me that you are making some kind of UFO. Is it? You said the word, you know. Yes, of course, you know, it starts from this kind of problem because, I mean, it is a scientific problem. People say we saw objects cruising very fast and they make no noise. Donc tout le monde a pris des notes, les gens ont écouté avec attention, il n'y a pas eu de rire moqueur. Donc j'ai l'impression qu'il n'y a vraiment qu'en France où Jean-Pierre Petit a du mal à prouver que ses travaux sont dignes d'intérêt. En physique, il existe quelque chose qu'on appelle le facteur Gödel, et qui fait en sorte que quiconque parle d'ovnis va se faire éjecter de la communauté scientifique. La recherche sur les ovnis est une activité de troisième ordre, et tout chercheur qui ose toucher à ce sujet voit sa carrière scientifique électrocutée. Quoi qu'il en soit, je crois qu'il nous faut aborder ce sujet dans une perspective à très long terme. Plusieurs hommes de science disent « les étoiles sont tellement loin, à des centaines, des milliers d'années-lumière, que toute forme d'intelligence mettrait des milliers d'années pour atteindre la Terre, rendant la chose pratiquement impossible. » Je crois que c'est une erreur. Nous présumons que ces créatures extraterrestres n'ont qu'un ou deux siècles d'avance sur nous. Et il est là le problème. Einstein a dit que la vitesse de la lumière est la vitesse ultime, qu'on ne peut se déplacer plus vite que la vitesse de la lumière. C'est la théorie de la relativité restreinte d'Einstein. Mais nous devons aller au-delà d'Einstein, nous référer à la théorie générale de la relativité, où nous croyons qu'il est possible d'aller plus vite que la vitesse de la lumière. Et même au-delà de ça, à la théorie quantique, à la théorie des champs unifiés, où toutes nos croyances sont à réviser. Alors je crois que l'erreur fondamentale que font plusieurs scientifiques est de présumer que les extraterrestres n'ont que 100 ou 200 ans d'avance sur notre civilisation, plutôt que des milliers, voire des millions d'années d'avance sur la nôtre. Il faut faire un distinguo entre phénomène ovni et phénomène extraterrestre. C'est vrai que quand on parle d'ovni, par définition, c'est un objet volant non identifié. Ça ne veut en aucun cas dire extraterrestre. Ça peut très bien être un phénomène naturel encore inconnu, comme une comète, c'est-à-dire si quelqu'un connaît, un enfant par exemple va voir passer une comète, s'il ne connaît pas le phénomène, pour lui ça peut être un ovni. C'est quelque chose qu'il n'a pas su identifier de lui-même. Alors qu'un adulte dirait, ben non, effectivement, tu as vu une comète. Après, il y a un autre problème, quand on parle de phénomènes extraterrestres, les scientifiques ont tendance, maintenant c'est la norme, c'est-à-dire aucun scientifique n'osera prétendre que nous sommes seuls dans l'univers. Maintenant, peu de scientifiques oseront dire ils peuvent venir chez nous. Alors, on n'est pas nombreux, hein, comme on a dit tout à l'heure, on est 4-5. Donc nous, à notre niveau, on ne pourrait pas faire grand-chose, hormis sensibiliser la population. C'est-à-dire actuellement, la communauté ufologique est sensibilisée à l'étude
spectroscopie des ovnis, c'est-à-dire que maintenant c'est devenu un standard presque, les réseaux de diffraction sont considérés comme utiles, même si tout le monde n'en a pas. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est que cette communauté ufologique, en cas de vague d'ovnis, vraiment aille vers le grand public, vers le néophyte, vers ceux qui ne s'y intéressent pas dans la vie de tous les jours, et leur explique l'intérêt des réseaux de diffraction. Donc là, il y a d'un côté, nous, un travail à faire pour expliquer à la communauté qu'ils doivent aller vers le grand public, et nous, essayer d'aller toucher les médias, encore une fois, même si c'est difficile, même si on a encore du mal, pour essayer vraiment de toucher un maximum de personnes. Donc nous, c'est essentiellement un travail de sensibilisation qu'on ferait, au niveau des réseaux, au niveau des stations, et au niveau des interventions sur le terrain. La MHD est un domaine majeur de recherche dans le monde, ça c'est une évidence, vu le nombre de congrès sur les plasmas qui se font chaque année. C'est évident que c'est un sujet qui est très étudié. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un grand aspect militaire derrière tout ça. Avoir un objet, une torpille hyper véloce qui peut aller à 4000 km/h sous l'eau pour couler un sous-marin, bien sûr, ça a un intérêt stratégique. Maintenant, est-ce que cela existe? On peut avoir des suppositions, maintenant on ne pourra pas le prouver. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est évident, du moins pour nous, c'est ma conviction personnelle, mais je pense que c'est aussi celle de tous les membres de l'association, que de tels systèmes sont à l'étude. Je veux dire, si en France on reste aux torpilles à hélice, je crois qu'on va avoir de très gros problèmes en cas d'une guerre mondiale. Je crois qu'en plus, c'est Jean-Pierre Petit qui avait su ça, que en France on en était encore à l'hélice alors que d'autres pays en étaient à la propulsion par poudre pour les torpilles. Donc déjà là on a un wagon de retard. Mais c'est évident, je veux dire, c'est ce qui transparaît à chaque fois qu'on va dans des congrès que les militaires sont derrière. Et donc évidemment, si l'armée est derrière, on ne peut pas avoir la garantie que toutes les informations sont données au grand public, au travers des publications par exemple. Et donc vous avez été approché, vous, par les militaires? Alors on n'a pas été approché par les militaires lors de congrès scientifiques, mais plutôt approché par des militaires dans la vie de tous les jours ou lors de congrès ufologiques. Mais ça se fait toujours par sous-entendu, vous devriez travailler avec des militaires, c'est vrai qu'ils ont de l'argent et qu'ils pourraient vous aider. Mais ça ne nous intéresse pas. Je veux dire, aucun militaire ne franchira le pas du laboratoire UFOsciences. Est-ce qu'on a l'armée la plus stupide du monde? Et pourquoi en France l'armée ne s'accapare pas tout simplement le domaine de la magnéto-hydrodynamique, comme certainement les armées américaines, russes, britanniques et autres l'ont fait depuis... Alors, non, je ne pense pas que l'armée soit stupide, mais je pense que l'armée française, c'est évident, doit s'intéresser à la MHD. Elle aurait tort de ne pas le faire, d'un certain côté, si les autres pays le font. Maintenant, il faut avoir les chercheurs qui ont les compétences derrière pour pouvoir développer par exemple, des torpilles hyper véloces. Et je crois qu'en France, hormis Jean-Pierre Petit, il n'y a pas d'autres experts sur les plasmas bitempérature. Est-ce que d'autres physiciens ou d'autres s'aventuriers de différents niveaux, techniciens, ingénieurs, ont essayé de s'approcher de Jean-Pierre Petit? Alors je sais qu'au début de la genèse du UFOsciences, au début des travaux MHD, Jean-Pierre Petit avait recontacté des amis à lui qui étaient aussi chercheurs pour plancher sur un programme de recherche MHD. Donc il y a quand même des personnes qui s'y connaissent dans ce domaine. Maintenant, je pense qu'ils sont à la retraite. Après, c'est vrai qu'on a des volontaires qui viennent se proposer pour nous aider au travail MHD, mais on les remercie d'ailleurs souvent. C'est souvent des dons de matériel, ça a l'air de rien, mais quand on est un laboratoire citoyen qui fonctionne sur des dons, c'est énorme. Et j'en profite pour les remercier. Mais c'est vrai qu'après, s'il s'agit d'approcher les expériences de près, il faut avoir confiance. UFOsciences ne s'est pas créé en quelques jours, on est une équipe soudée. Au début, c'est vrai que nous étions 300. Et comme toute association, il y a eu quelques problèmes. Et l'association a été refondue. Mais on est des personnes de confiance. Alors, si quelqu'un vient nous aider, souvent on ne pourra pas approcher nos expériences. Vous espérez que vous serez capable de faire voler un aérodyne grâce à la MHD? Alors, sur l'un de nos sites mhdprospect.com, on peut voir un projet d'aérodyne qui évolue en air dense au bout d'un bras articulé, dont l'alimentation électrique serait à côté.
elle ne sera pas embarquée dans les rodines. Donc ça, c'est un des projets qui pourrait être mené à terme. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est du temps, c'est de l'argent. On ne désespère pas. Je veux dire, Jean-Christophe a énormément avancé en l'espace de 3 ans. Maintenant, on peut espérer, par exemple, des recherches en hydraulique, faire évoluer des hydrodines dans l'eau, avec diverses formes, visualiser les écoulements. On pourrait refaire une animation de vagues d'étrave sur une petite hydrodine. Et enfin, on pourrait, pourquoi pas, refaire une soufflerie hypersonique. Donc il y a des choses encore à faire à UFO-Sciences, et tout ceci, encore une fois, ne se fera sans aucune aide de l'État et en totale indépendance, uniquement grâce au lecteur. Donc on peut compter sur vous pour nous divulguer publiquement, officiellement, tout nouveau résultat, toute avancée scientifique dans le domaine de la magie. Tout à fait, c'est-à-dire tout est transparent. À chaque fois que nous réalisons une expérience, à chaque fois que nous publions des résultats ou que nous allons à des congrès, c'est publié sur notre site. Je veux dire, donner cette information au grand public, c'est une forme de remerciement. C'est-à-dire, nous remercions le grand public de nous aider à effectuer des recherches citoyennes. Alors, au niveau promotion des travaux UFO-Sciences, c'est vrai qu'il y a des associations en France qui nous aident à diffuser des réseaux de diffraction, comme les opérations sur ECAT, qui font la promotion des réseaux de diffraction sur leur site. Il y a eu les repas ufologiques quand même, on ne les néglige pas, qui sont un vecteur d'information. Après, on adhère ou on n'adhère pas aux différents intervenants, ça, après ce sont des choix personnels de chacun. Mais c'est vrai qu'ils ont été utiles pour diffuser de l'information. Après, dans le reste du monde ufologique, c'est vrai qu'on s'intéresse encore trop souvent aux témoignages, et qu'on devrait s'intéresser plus aux données à collecter avec des réseaux de diffraction, enfin aux données scientifiques en général. Après, au niveau des organismes officiels, c'est un autre problème. Je dirais ils sont qualifiés pour étudier le dossier, parce que je crois que le directeur du GIPAN est quand même un astronome, je crois. J'espère ne pas dire de bêtises. Maintenant, ce sont les actions du GIPAN qui nous dérangent, c'est-à-dire, de notre point de vue, il n'y a aucune action. C'est-à-dire, ils se contentent de récolter des procès-verbaux de gendarmerie. Or, dans un procès-verbal de gendarmerie, qu'est-ce qu'on a? On a l'objet se déplacer à droite, à gauche, avec telle couleur, telle forme. Pour nous, ça n'a aucun intérêt. Il faudrait, par exemple, qu'ils diffusent des réseaux de diffraction. Ce serait un truc très simple à faire. Nous, avec 400 €, on peut en diffuser 1000. Il faut savoir que dans le rapport du comité de pilotage du GIPAN de 2007, le budget annuel était de 170 000 €. Je veux dire, avec 170 000 €, on pourrait faire des choses fantastiques. Je veux dire, le GIPAN aurait les reins solides pour faire de la sensibilisation grand public. Il le montre, le GIPAN a accès facilement aux médias. C'est quand même une structure du CNES. Donc nous, on trouve dommage que le GIPAN n'intervienne pas à ce niveau. Alors, j'espère qu'ils le feront un jour. Maintenant, s'ils le font un jour, c'est vrai que dans leur comité de pilotage, ils sont en partenariat avec l'armée de l'air. Donc, est-ce qu'on aura la garantie que les spectres qu'ils reçoivent soient analysés par des personnes indépendantes et que les résultats soient diffusés au grand public? Ça, je ne sais pas. C'est vrai, est-ce que c'est une structure de désinformation? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'association UFO-Sciences, grâce à Jean-Christophe Doré, a présenté les réseaux de diffraction et les stations de détection à Sillard, qui est le président du comité de pilotage du GIPAN. Donc ils ont connaissance de nos travaux, ils savent ce que nous faisons. J'avais moi-même pris à partie M. Yvan Blanc, qui est l'ancien directeur du GIPAN, lors d'un repas ufologique, et je lui ai demandé est-ce qu'il projetait de diffuser des réseaux de diffraction, comme c'était précisé dans leur rapport du comité de pilotage, c'était marqué. Ils projetaient un redémarrage de ce projet. Il n'y a pas eu de retour depuis, je veux dire, c'était en 2009, on est en 2013. Le GIPAN, en février 2013, a annoncé qu'ils avaient posé une station de détection en fisheye sur un des bâtiments du CNES à Toulouse. Je veux dire, ça va faire, depuis 2008, ça va faire 5 ans que tout le monde est au courant de l'intérêt. Pourquoi ne faire ça que maintenant? Je ne sais pas.
Alors je dirais plutôt un enjeu militaire là-dessus. Je pense que le phénomène OVNI, imaginons, mettons-nous à la place d'un militaire, c'est vrai qu'il faut envisager toutes les possibilités, et l'hypothèse extraterrestre est à prendre en compte. Donc si les ovnis correspondaient partiellement à un phénomène extraterrestre, ces engins sembleraient défier les lois de la physique, mais ce serait quand même une technologie à obtenir. Donc je pense qu'une armée, toutes les armées du monde rêveraient d'obtenir un avantage sur son pays voisin en obtenant quelques bribes d'informations d'une technologie extraterrestre. Je pense surtout que l'enjeu serait militaire. Alors, je ne sais pas si on peut dire plutôt que c'est un effet de mode. Je veux dire, la France a initié l'idée, les autres pays font de même. Maintenant, je pense que l'idéal pour cacher quelque chose, c'est de dire, regardez, nous montrons tout. Je veux dire, c'est très facile de dire, mais non, nous ne cachons rien, nous montrons tous nos rapports. On n'a pas la garantie que tout est diffusé. Alors c'est vrai qu'il y a énormément d'hypothèses sur Internet quant au phénomène OVNI. Moi personnellement, si demain on m'annonçait que le phénomène OVNI est extraterrestre, ça ne me gênerait pas plus que ça. Je veux dire, qu'on ait des voisins qui puissent venir nous voir, je veux dire, nous on va étudier des singes dans la savane, je vois pas ce qu'il y a de choquant. Je veux dire, il faut être ouvert d'esprit. Faut pas faire un blocage sur le phénomène extraterrestre sous prétexte que ça remettrait en cause notre souveraineté, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire d'avoir des personnes qui survolent notre territoire impunément, sans qu'on puisse faire quoi que ce soit. Je veux dire, mais bon, je pense pas qu'il y ait quelqu'un ait promulgué et découvert une loi qui dit que le voyage d'une planète à une autre, d'une galaxie à une autre est impossible. Oui, je pense que c'est probablement la même chose qui a pu arriver par exemple en Amérique du Sud lors de l'arrivée des Espagnols. Je veux dire, on a détruit leur culture. Je pense que ça pourrait nous arriver aussi, créer un chaos total au niveau économique, au niveau religieux, au niveau des institutions. Il y a quelqu'un qui en a très bien parlé, c'est Christelle Seval, qui a écrit un livre, Contact et Impact, et qui relate en détail, qui en parle très bien, qui l'aborde de manière très structurée. Je le recommande aux auditeurs. Effectivement, je pense que si demain une soucoupe se pointait et atterrirait quelque part devant le grand public, il y aurait, ce serait vraiment plutôt une catastrophe dans l'état actuel de notre société. Donc quelque part, la meilleure preuve de l'existence d'une vie extraterrestre, c'est qu'ils ne viennent pas nous voir. Alors ça, c'est une phrase que j'ai déjà entendue quelque part, mais peut-être bien. Peut-être que aussi on peut se dire que nous sommes des êtres trop dangereux pour être approchés. Du coup, peut-être que c'est pour ça qu'ils viennent pas nous voir. Je sais pas. Alors oui, je pense que effectivement, si des extraterrestres venaient nous voir et qu'ils nous voyaient, qu'ils voyaient ce que nous faisons avec le nucléaire aujourd'hui, on le voit encore mieux avec le problème de la centrale nucléaire au Japon, Fukushima. On est comme des singes au milieu d'un champ de blé en train de jouer avec des allumettes. Je veux dire, qu'est-ce qu'on ferait face à un singe avec, avec une boîte d'allumettes? Est-ce qu'on ne fait rien, on le laisse brûler vif à la moindre erreur, ou est-ce qu'on vient l'aider? On vient l'avertir en lui disant attention, c'est pas bien, tu vas te brûler. Je pense qu'effectivement, imaginons que les extraterrestres viennent, est-ce qu'ils se diraient avertissons-les que le nucléaire tel qu'on l'utilise aujourd'hui, c'est-à-dire la fission nucléaire, n'est pas la meilleure voie. Je veux dire, elle nous a beaucoup aidé dans le développement au cours des dernières décennies. Maintenant, je pense qu'avec Tchernobyl, Fukushima et d'autres centrales nucléaires à travers le monde, on a vu que effectivement cette technologie sur le long terme est extrêmement dangereuse pour l'humanité dans son ensemble. Donc il y a peut-être un message d'avertissement à donner à une humanité qui serait sur le point de générer des cancers, de tuer une grande partie de la population. Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez beaucoup travaillé sur le nucléaire, en particulier sur le nucléaire civil en France. J'ai une question à vous poser. Est-ce que les rebondissements et les informations qui viennent du Japon concernant le risque nucléaire vont remettre quelque part en cause la politique nucléaire civile qui est en cours aujourd'hui en France ? Alors, il y a une différence déjà fondamentale, c'est que le Japon est sur une faille sismique qui bouge très souvent, ce qui n'est pas le cas de notre pays. Deuxièmement, nous allons bien sûr tenir compte de ce qui s'est passé au Japon pour refaire des évaluations de sûreté, et cela, l'expérience japonaise va servir pour le risque de tsunami. Les centrales ont été modifiées pour pouvoir résister au séisme. Maintenant, il faudra inclure l'éventuel risque de tsunami, mais je rappelle, nous ne sommes pas sur une faille sismique aussi active qu'au Japon. Alors la France est le deuxième pays au monde derrière les États-Unis et devant le Japon pour le nombre de centrales nucléaires en fonction aujourd'hui. Et c'est vrai que beaucoup de voix s'élèvent aujourd'hui pour dire, ben voilà, on nous dit toujours que ce n'est pas dangereux, qu'on maîtrise la situation et puis voilà, il suffit d'un événement assez exceptionnel pour que la situation échappe justement aux techniciens, aux scientifiques. Ce sont des craintes qui sont justifiées tout de même, Monsieur Biro, vous ne pensez pas ? Ce sont tout de même des événements exceptionnels. Exceptionnels par leur violence, exceptionnels par leur ampleur. On parle de 17 000 morts. Donc les situations exceptionnelles, quel est celui qui l'a prévu de la situation exceptionnelle? Alors, pourquoi on ne voudrait pas l'écouter au niveau du nucléaire, mais derrière il y a quand même une histoire d'argent, de lobby. Je veux dire, on ne va pas abandonner le nucléaire du jour au lendemain, ça génère trop d'argent pour des grandes entreprises. Je veux dire, les grandes entreprises n'ont que faire du phénomène OVNI. D'un côté, ils sont là pour générer de l'argent uniquement. Donc après, tout ce qui a pu se dire au niveau des présidents américains qui auraient été contactés par des extraterrestres pour leur avertir du danger nucléaire, bien sûr, comme tout le monde, je l'ai lu dans des livres sur Internet, mais j'y prête pas plus d'attention que ça, il n'y a aucune preuve. Et c'est très spéculatif, je veux dire, moi et mon équipe, on s'intéresse uniquement à des faits, c'est-à-dire à des données qu'on peut récolter. Après, tout ce qui a été dit par le passé ou sur Internet, on préfère ne pas se focaliser dessus. Donc d'un point de vue personnel, de nouveau, vous pensez quoi des récentes déclarations de l'ancien ministre canadien de la Défense, ou de l'ex-astronaute Edgar Mitchell, qui déclare que non seulement le sujet OVNI est primordial, qu'il faut s'y intéresser, et qu'il serait extraterrestre? S'intéresser au phénomène OVNI, pour moi, c'est évident. Je veux dire, quand on a quelque chose de non identifié qui vous survole, ne pas s'y intéresser, lui tourner le dos, je trouve ça complètement ridicule. Je veux dire, l'homme, par définition, est un découvreur, il cherche à comprendre ce qu'il voit, donc il faut vraiment effectuer des recherches là-dessus. Après, peut-être qu'un jour, on découvrira qu'une partie de ces ovnis étaient effectivement extraterrestres. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des personnes qui, bien qu'ils voient un ovni, préfèrent tourner la tête tout simplement et ne pas s'y intéresser, parce que ça remettrait en cause trop de choses au niveau de leur connaissance et au niveau de la place de l'homme sur Terre, tout simplement. Ce qui m'a vraiment convaincu de me passionner pour le problème, c'est dans mon travail d'astronome, c'était tout à fait au début des expériences spatiales, et nous faisions du suivi de satellites, du tracking de satellites artificiels, et de temps en temps, on faisait du tracking de satellites qui n'auraient pas dû être là. Or, bon, il y a des satellites secrets, bien sûr, sauf que c'est difficile de garder secret un lancement de fusée. Ouais. Donc, le satellite peut être difficile à voir, mais la fusée, on la voit. Donc, on était aussi au courant, puis à ce moment-là, il n'y avait pas tellement de satellites, c'était tout à fait au début. Et plusieurs nuits de suite, nous, c'est-à-dire toute l'équipe, en fait, à l'Observatoire de Meudon, avait fait le suivi d'un objet sur lequel on avait 11 pointés, qui était rétrograde en plus. Et alors, ça ne dit peut-être rien aux gens qui nous écoutent, mais à cette époque-là, il n'y avait pas de fusée au monde qui pouvait lancer un satellite qui était en orbite autour de la Terre, dans le sens inverse de la rotation de la Terre. D'accord. Donc, nous, ça nous passionnait, parce que c'était un objet non identifié.
Et qui était, disons, au rendez-vous tous les soirs. On l'a vu plusieurs fois et plusieurs observatoires français l'ont vu. D'accord. Et bon, une question que se pose tout de suite un astronome, c'est est-ce que ça peut être, par exemple, une météorite, Voilà. un objet cosmique qui s'est trouvé en orbite autour de la Terre, ce qui serait très, très intéressant. Et le lendemain, le directeur du département est arrivé, a pris cette bande magnétique et l'a effacée. Or, ça m'a beaucoup choqué parce qu'en astronomie, bon, en physique, on peut toujours refaire une manip. En astronomie, on apprend que quand on fait une observation, on la garde. Bien sûr. Et surtout, si on ne peut pas l'expliquer, on la communique à ses collègues. Et puis peut-être que dans 1 an, ou dans 50 ans, ou dans 100 ans, quelqu'un découvrira la raison du phénomène. Mais surtout, on considère cela comme un trésor, un filon potentiel, et on a la curiosité, et je dirais la déontologie, de le conserver et de l'étudier. Oui. Alors pour moi, ça a été vraiment un choc parce que je voyais que les astronomes voyaient des choses qu'ils n'expliquaient pas et ils détruisaient les données. Alors, c'est pas du tout comme ça que je concevais la science. Et d'ailleurs, la principale raison qui nous a donné pour cette destruction des données, c'est si on transmettait ça aux Américains, parce qu'on faisait partie de l'année géophysique internationale, donc on transmettait toutes les données internationalement, nos collègues étrangers se moqueraient de nous. C'était donc déjà la peur du ridicule qui causait cette espèce de crispation et de destruction des données. Or, plus tard, j'ai donc travaillé à l'observatoire de l'université Northwestern près de Chicago aux États-Unis, où j'ai fait mon doctorat en informatique. J'ai eu le privilège de travailler avec le professeur Hynek, qui était le conseiller scientifique de l'armée de l'air américaine sur la question des ovnis, tout à fait officiellement. Et c'est là que j'ai eu l'accès donc au dossier de l'Air Force. Et ils avaient non seulement des observations du même objet que nous à l'Observatoire de Paris, mais ils avaient des photographies. Et cet objet n'a jamais été expliqué. Certainement, oui, je pense. Il y a un autre cas comme ça que Jean-Pierre Petit avait découvert à Esdalen, en Norvège, où des scientifiques auraient approché de certains phénomènes lumineux qui avaient un comportement un petit peu bizarre, et finalement ils n'en ont pas parlé. Donc je pense qu'il y a aussi la peur du ridicule, mais aussi la peur de remettre en cause une carrière scientifique, si on en a une. Tout dépend comment on en parle. C'est-à-dire que nous, on en parle d'un point de vue technique et scientifique. On se base sur des faits. On ne va pas partir dans des spéculations trop exotiques. Donc moi, je travaille dans le milieu de l'aéronautique. Donc la MHD, c'est très lié au domaine de l'aéronautique. Je veux dire, j'en parle avec mes collègues, ça pose pas de problème. Je veux dire, les gens sont ouverts d'esprit là-dessus. Après, que le phénomène OVNI soit extraterrestre ou pas, c'est un autre débat. Vous abordez facilement le sujet avec vos collègues, certains doivent se moquer de vous, de vos activités, la recherche des petits hommes verts. Ça arrive, on en discute de manière assez ouverte. Après, c'est vrai qu'il y a toujours certaines personnes qui ont tendance à se moquer du phénomène, mais là, on est plus sur les conséquences d'émissions qui ont pu être diffusées dans les années 90. Où le phénomène était automatiquement ridiculisé. Alors, hallucination collective, personnellement, je ne pense pas. Après, est-ce qu'il n'y a pas un phénomène de groupe, c'est-à-dire qu'une personne va avoir une véritable observation d'un phénomène qu'il ne comprend pas, et d'autres personnes vont vouloir faire parler d'eux aussi en disant avoir vu un phénomène. Maintenant, voilà, on est toujours face au même problème, on est face à des témoignages. Effectivement, même si on a 10 000 personnes qui nous disent avoir vu un objet lumineux évoluer dans le ciel de nuit, et dont on a la photo, malheureusement, ça fera 10 000 photos inutiles. Et comme j'ai dit tout à l'heure, hormis l'utilisation d'un réseau de diffraction, vous ne pourrez rien faire. Il faut vraiment collecter une donnée scientifique. Donc, s'il y a une vague d'OVNI, il faut que les gens s'équipent. Il n'y a pas d'autre solution. Alors, la divulgation, non, je veux dire, quand on entend régulièrement qu'il va y avoir à telle date une divulgation officielle d'un des dirigeants pour dire que le phénomène OVNI est extraterrestre, on ne s'y intéresse pas parce qu'on n'y croit pas une seconde. Je ne pense pas qu'un jour on aura un dirigeant qui dise les OVNI sont des extraterrestres.
Comme j'ai dit tout à l'heure, l'impact que ça aurait sur notre société serait complètement imprévisible. Donc non, on ne fait même pas attention. Je veux dire, on voit régulièrement, je crois que c'est tous les 6 mois, une promesse de divulgation, il n'en sort jamais rien, donc on ne fait même plus attention. Alors, le message général du Phocéen, celui qu'on martèle depuis 2007, c'est qu'au travers de nos travaux, on montre que le phénomène OVNI peut être étudié de manière scientifique, ce que certaines personnes ne pensent pas. Nous, voilà, on dit que ce phénomène, il est intéressant, il y a énormément de choses dont on ne sait rien, c'est-à-dire, je veux dire, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait rien de la composition chimique des phénomènes OVNI. À chaque fois qu'il y a un phénomène OVNI qui évolue proche du sol, il n'y a pas une étude systématique du terrain qui est effectuée. Je dirais donc que c'est un domaine de recherche où il y a tout à faire. Il y a tout à faire, et au niveau international. Je veux dire, c'est pas notre petite équipe au niveau français qui arrivera à faire évoluer les consciences. Nous, on est là pour montrer que le phénomène OVNI peut être étudié avec des outils scientifiques. On ne désespère pas, c'est-à-dire que ça reste quand même une recherche passionnante. C'est-à-dire quand tout est à créer et à faire, ça mange énormément de temps. Mais non, on ne désespère pas, malgré qu'on ait très peu d'accès aux grands médias, hormis la chaîne Direct 8 en 2009 qui avait fait une émission entièrement consacrée au phénomène OVNI d'un point de vue scientifique. On fait le travail comme il devrait être fait à ce niveau. C'est un peu une bouteille jetée à la mer, en espérant que certaines autres associations prendront le relais un jour. Je tenais à remercier au nom de l'équipe le forum On nous cache tout et sa web TV de nous avoir donné la parole, parce que comme je disais, c'est pas évident d'avoir accès aux médias. Alors autant se focaliser sur Internet, où là la trace sera durable.